qu'on comprenne un petit peu dans quel univers on se déplace, quelle est la philosophie générale de cette nouvelle constitution. Parce que là, avant d'entrer dans les détails, vraiment, après, on va peut-être se perdre dans les détails, mais déjà qu'on comprenne les grandes lignes en 2 minutes, quoi. Alors, je dirais qu'il n'y a pas une philosophie générale, il y a 13 ruptures qui sont toutes issues d'une analyse défectologique de l'organisation sociopolitique actuelle. Bon, je ne vais pas lister ces 13 ruptures, ce serait peut-être un peu fastidieux. Je vais simplement citer les principales. Il y a une rupture concernant le domaine d'application de la loi, on vient d'en parler. Il y a une rupture, sans doute la plus importante, qui concerne ce que nous appelons la démocratie directe, c'est-à-dire la façon de faire la loi, d'élaborer, de discuter, d'amender et finalement de voter la loi. Nous retirons à l'État, nous disons nous délestons l'État de son pouvoir législatif. Ce pouvoir de faire les lois, de les élaborer, de les imaginer, est dévolu uniquement au peuple. Il y a ensuite une rupture importante qui concerne la création monétaire. La création monétaire aujourd'hui, sans faire un cours exhaustif sur le schéma, le dispositif de la création monétaire, est réalisée par les banques en créant de la dette, et cette création monétaire se fait donc de façon ex nihilo par un simple jeu d'écriture. Nous voulons revenir à la véritable essence de la monnaie, c'est-à-dire un outil d'échange entre des biens. Donc le système de création monétaire par les banques est aboli, nous disons aboli, mais en fait nous utilisons un dispositif qui n'est pas coercitif, on y reviendra peut-être. Ce qu'il faut retenir, c'est que la création monétaire se fait uniquement par une banque centrale et en contrepartie d'un stock de métals précieux. Cette création monétaire coexistant avec un dispositif inspiré de la banque d'échange de Proudhon, la banque éphémère d'échange de Proudhon de 1848, qui consiste à tenir une comptabilité des échanges entre les individus sans qu'il y ait échange d'argent. Alors, parallèlement à cette rupture concernant la création monétaire, il y a également un corollaire, c'est la non-reconnaissance. Alors nous préférons dire non-reconnaissance plutôt qu'interdiction, la non-reconnaissance par l'État de l'intérêt, du prêt d'argent producteur d'intérêt. Ce qui veut dire que pour nous, la monnaie est uniquement un moyen facilitateur lorsque deux individus échangent entre eux, et ne doit pas générer un intérêt, c'est-à-dire que la vente de monnaie contre une somme plus importante est abolie, de fait, puisqu'elle n'est pas reconnue par l'État. Il faut d'ailleurs remarquer que cette marchandisation de la monnaie est actuellement légalisée dans le corpus législatif, curieusement dans le Code civil, par un article qui confère, un article 1895, qui confère à la monnaie une valeur de marchandise. Pour nous, la monnaie n'est pas une marchandise, donc elle ne peut pas être traitée comme une marchandise. Il y a ensuite une rupture extrêmement importante également qui concerne la propriété privée du sol. Alors, je tiens à préciser qu'il s'agit uniquement du sol, qu'il ne s'agit pas des constructions. Nous considérons que le sol national doit être un bien commun. Alors, la notion de bien commun est assez à la mode en ce moment. On y met dedans un certain nombre de choses. Pour nous, nous y mettons le sens littéral, c'est-à-dire que le sol national doit être propriété collective. Et nous avons
pour cela, imaginez un dispositif que nous appelons le dispositif du tantième, on retrouve ce calcul du tantième notamment dans les copropriétés. Chaque citoyen possède une partie du territoire de façon virtuelle égale à la superficie totale du territoire divisée par le nombre de citoyens par année. Donc le tantième est revu chaque année. C'est une propriété virtuelle qui génère un revenu dans la mesure où la personne utilise plus ou moins que son tantième. De ce fait, la collectivisation du sol national a un effet à la fois, disons, égalitaire, mais a un effet également générateur de revenus, puisque ceux qui n'utilisent pas leur tantième percevront le loyer du preneur de ce tantième, du locataire. Donc voilà les principales ruptures. Alors il y en a également une autre, très importante aussi, qui concerne la redéfinition des attributions de l'État. Je viens de dire que l'État serait délesté de son pouvoir législatif. Que lui reste-t-il? L'exécutif. L'exécutif, c'est d'une part les fonctions régaliennes, qui sont déjà assumées aujourd'hui par l'État et qui le seront dans notre configuration, la police, la justice, l'armée, mais également les transports urbains, la médecine, l'éducation, les services funéraires, la fourniture d'un quota d'énergie domestique dans la limite d'un certain quota. Donc nous avons une extension considérable du secteur de la gratuité. Tous ces services gratuits de l'État, c'est-à-dire les fonctions régaliennes déjà existantes, plus celles que nous ajoutons, sont financés non plus par l'impôt, et là c'est également une rupture très importante, mais sont financés par un secteur public marchand, c'est-à-dire que l'État se verra confier un certain nombre de grands secteurs de l'activité économique, ces secteurs étant des secteurs à forte empreinte écologique, c'est-à-dire gros consommateurs de ressources naturelles, qui sont globalement l'énergie, la sidérurgie, la construction navale, la construction aéronautique, la construction automobile, la pétrochimie. Donc ces secteurs seront gérés par l'État et les services, les produits issus de ces secteurs seront proposés au public sous forme payante, et avec les marges de ces produits, cela constituera le budget du secteur public gratuit.